À la une ce soir, les policiers de la BAC pris pour cible par un individu muni d'une arme à feu. Les faits se sont produits lors d'un contrôle d'identité. L'auteur des coups de feu a pris la fuite en abandonnant sa moto, selon les forces de l'ordre. Fin de la mobilisation des chauffeurs de bus Mosaïque. Un accord a été trouvé entre la CACEM et les représentants des conducteurs en fin d'après-midi. Un retour à la normale sur le réseau est prévu dès demain matin. Les habitants de Terre-Saint-Ville régulièrement impactés par des coupures d'eau. Le phénomène s'est intensifié ces dernières semaines au grand désespoir des commerçants et des riverains. Des désagréments qui seraient dus à la défaillance du réservoir alimentant le centre-ville de la capitale. Enfin, le salon de l'immobilier, du logement et du crédit ouvrira ses portes dès demain au Palais des Congrès de Madiana. Environ 40 exposants seront à la disposition du public durant 2 jours. La responsable commerciale du salon, Cindy Fedroni, sera notre invitée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite par cette nouvelle scène de violence par arme à feu ce midi à Fort-de-France. Cette fois-ci, ce sont des policiers de la BAC qui ont été pris pour cible. Les faits se sont produits au quartier Terre-Saint-Ville. Les balles se sont logées dans le mur d'une habitation et les policiers n'ont pas été blessés. L'auteur des coups de feu a pris la fuite en abandonnant son 2 roues selon des sources policières. Il est activement recherché. Voyez les précisions recueillies par Luis Sabas. C'est-à-dire des fonctionnaires de police en civil sur la zone ZSP des Terre-Saint-Ville ont voulu procéder au contrôle d'un individu qui montait une moto de grosse cylindrée sans casque. Quand cet individu s'est aperçu qu'il avait affaire à des policiers, il a donc cogné le véhicule de police, laissé la moto, il a abandonné la moto, il a laissé tomber et il est parti en courant. Donc, il a été poursuivi par les collègues et lors de sa fuite, il a donc fait usage à une reprise d'une arme à feu en direction des collègues. Nous pensons que c'est sans doute une arme de type revolver, une arme de poing. L'individu, de toute façon, nul doute qu'il sera identifié. Cela fait partie de la suite de la procédure et de toute façon, dès lors où il sera identifié, tout sera mis en œuvre pour son interpellation. On constate qu'il y a une évolution, on va dire, négative de la violence ici. Et bien souvent, nos collègues sont pris à partie physiquement ou essuient des coups de fusil. Oui, ça arrive de plus en plus fréquemment. En bref, 6 personnes soupçonnées d'être mêlées à une affaire d'enlèvement ont été interpellées ce matin au quartier Séguineau, au Lorrain. Il s'agit d'une suite de l'affaire qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des individus apparaissaient sur une vidéo menaçant un jeune homme accusé d'être mêlé à un vol de moto. Les protagonistes de l'opération punitive avaient brandi une arme à feu et un couteau. La compagnie de gendarmerie départementale de Trinité, mais aussi un peloton d'intervention de la gendarmerie mobile et l'antenne du GIGN de la Martinique ont été mobilisés sur cette opération. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Trinité a présenté le bilan de ses actions ce matin. La structure installée depuis avril 2016 a pour mission de prendre en charge les victimes de violences, de prévenir la récidive des auteurs des faits délictueux et surtout de mener des actions localisées. Les résultats des travaux ont été présentés ce matin devant des représentants de l'État, de l'Éducation nationale, de la CTM ainsi que des associations. Voyez les précisions recueillies par Luis Sabas. Nous aurons des actions qui n'auront pas besoin de financement, mais des actions aussi qui auront besoin de financement de l'État. Ce matin, l'État a pris des dispositions pour nous accompagner sur les actions qui vont nécessiter des subventions. Alors, par exemple, une action qui ne nécessite pas de subvention, c'est la prise en compte des collégiens qui sont en situation de, je dirais pas d'errance, mais qui sont hors de l'établissement, alors qu'il y a des cours. On a pensé à mettre la vidéosurveillance sur une partie du territoire. Donc, la vidéosurveillance sera sur la cité scolaire de Beau-Séjour, sur le parking scolaire, mais aussi sur le centre-bourg de Trinité, sur une partie du centre-bourg, entre le marché aux légumes et puis la police municipale. Je dois dire aussi que selon les derniers résultats fournis par la gendarmerie nationale et la police municipale, cette délinquance est en baisse sur la Trinité. Donc il y a un travail déjà qui est en cours par rapport au CLSPD pour faire en sorte d'accompagner les familles, d'accompagner les jeunes, pour faire en sorte que nous retrouvions une tranquillité meilleure sur la Trinité. Au chapitre social, la mobilisation des chauffeurs de bus Mosaïque est
terminé. Après un durcissement du conflit en paralysant tout le réseau ce matin à 10 h, les représentants des conducteurs et le directeur de la CFTU ont été reçus par le premier vice-président de la CACEM pour faire part de leurs revendications. Une réunion à huis clos qui a duré une bonne partie de la journée. Au final, un accord a été trouvé entre les deux parties. Un retour à la normale est prévu dès demain matin. Voyez les réactions recueillies par Michelet François. On a eu des décisions fermes qui ont été prises au niveau de M. Laguerre concernant la partie qui relève de la CACEM, de la ville de Fort-de-France. Donc on a pris des engagements, on a un accord qui est signé et qu'il y a des travaux dès demain qui commenceront au niveau de Fort-de-France, à savoir des rajouts d'arrêts et à déplacer certains arrêts qui posent problème. Les problématiques qui n'ont pas encore été réglées, ça dépend de la CTM. En fait, on avait anciennement un couloir de bus qui sortait de la maison des syndicats, qui arrivait au niveau de Photo-Palmier. Aujourd'hui, cette portion de route-là, c'est une portion de route qui c'est la CTM qui est responsable. Donc on aura un rendez-vous très bientôt avec la CTM et puis avec les appuis de la CACEM, de la mairie de la CFTU qui vont faire aussi des courriers pour alerter la CTM pour pouvoir nous dédier cette portion de route concernant le couloir de bus qui part de la place François Mitterrand qui arrive jusqu'à Clémenceau et de Clémenceau retour qui arrive au niveau de la Triomphe. Retour à la normale prévu dès demain. En ce qui concerne les bus de la CFTU, dès demain, les bus reprendront leurs horaires habituels, leur circuit habituel, sans problème. Et la mobilisation de ces 3 derniers jours a bien évidemment fortement impacté les usagers des transports en commun de la CACEM. Après 3 jours de paralysie du réseau, il a fallu trouver des systèmes D. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. En l'absence des bus, au 3e jour de grève, les usagers n'ont plus aucun intérêt à passer par la gare routière de Fort-de-France, complètement déserte. Aujourd'hui, pour se déplacer, chacun se débrouille comme il peut. Aujourd'hui, je vais faire appel à ma mère qui viendra me chercher pour me ramener chez moi. Donc, c'est pas évident. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois il y a ces grèves à répétition, ça commence à devenir un peu lassant. Beaucoup se retournent vers les taxis collectifs, notamment ceux qui souhaitent aller vers Schellcher, une commune desservie exclusivement par les bus Mosaïque. Le problème, c'est que là, je travaille sur Schellcher et c'est impossible de monter par rapport aux grèves des bus. Donc du coup, je serai obligée de prendre un taxi de casse-pilote. Au point Saint-Pierre, au point casse-pilote, ça dépend. Bellefontaine, ça dépend. S'il y a de la place, oui. S'il n'y a pas de place, on attend. Ça vous fait combien pour le taxi? Pour le taxi, c'est 2,20 €. Ouais, je crois que c'est 2,20 €. Et le bus, ça vous revient combien? Le bus, c'est 1,80 €, 2,50 €. Vu que je dépends des bus, donc c'est tout un tralala pour aller sur tout ce qui est la colline, des marches, rectorat et tout. C'est compliqué en fait. Finalement, vous avez trouvé un taxi pour vous déposer plus loin? Oui, mais c'est en air. Du côté des conducteurs de taxi de la côte Caraïbe, on est plutôt content de dépanner les passagers. De toute façon, c'est en plus à nous, puisque nous n'étions plus clientèle. Par conséquent, c'est du gagnant-gagnant. La clientèle là content aussi, parce que pas ni bus, il n'y a pas besoin de payer en taxi place 10 €, il n'y a pas payer 2,20 € au venir en parking, non. Et sur la route, c'est 1,30 €. Donc par conséquent, je pense que tarif nous pas excessif. Donc tout le monde content, moi content, il est content. En revanche, les taxis collectifs du Sud sont moins satisfaits de la grève. La clientèle est plus rare aujourd'hui. Ça pas tellement belle parce qu'on regarde mon sortie rivière pilote. Et puis 5 personnes, le manque ici à Salé, du reste moyen de manque ici à Épi. Et là, on entre en tête de file. Et 11 h moins le quart, ou là pour 3 h 30, 4 h. C'est un peu normal parce que ces gens savent comme quoi que pas ni bus pour voyager. Le nombre de passagers en quantité à sous pont, ça n'existe plus. En tout, seules les 10 lignes de Saint-Joseph sur les 60 ont fonctionné jusqu'à 10 h. Après 10 h, la totalité des lignes était à l'arrêt. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guadeloupe où les habitants de Gourbert, lassés des coupures d'eau intempestives, ont bloqué l'accès au domicile de Lucette Michaud-Chevry. Tous les accès à la ville de Basse-Terre ont également été coupés. En Guyane, le collectif des 500 frères s'est à nouveau mobilisé ce matin. Ils ont manifesté devant le siège de l'ARS pour soutenir le syndicat UTG Santé en grève depuis 68 jours. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera des actions de Madininaire dans le cadre de la semaine du développement durable. L'association organise des rencontres avec les scolaires pour leur présenter leur mission.
Mais avant, parlons de cette galère vécue par les habitants de la Cassem. Depuis plusieurs semaines, des coupures d'eau intempestives rythment la vie des riverains. Le phénomène est accentué dans la ville de Fort-de-France où certains quartiers sont très impactés. Au Terre-Saint-Ville, par exemple, les habitants et les commerçants sont aujourd'hui à bout de nerfs. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Pas une goutte d'eau au robinet. Des coupures de quelques heures qui durent désormais des journées entières. Dans cette résidence au cœur de Fort-de-France, la trentaine d'habitants vit au rythme des pénuries. Impossible à certains moments de prendre une douche ou de faire la vaisselle. L'heure est au système D. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question dans Fort-de-France. L'eau ne monte pas jusqu'au 5e étage, au 8e étage. Au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a de l'eau. Il y a de la pression. Ils remplissent le bidon d'eau, le seau d'eau et puis ils vont chez eux. Même constat un peu plus haut au Terre-Saint-Ville. Les commerçants subissent de plein fouet les coupures. Dans cette pâtisserie de quartier, on fait avec les moyens du bord. J'ai commencé à midi jusqu'à 17h30 sans eau. Alors on a essayé, on a travaillé, j'ai pris des bouteilles de chanfleur pour pouvoir nettoyer, passer la serpillière. Des fois on nous prévient, on nous dit que l'eau va arriver et puis là on reste toute l'après-midi sans eau. Ou bien on nous dit que ça va arriver vers 9h, 10h et puis midi, jusqu'à midi on n'a pas. Mais c'est pas évident, il n'y a pas d'eau. Il faut se laver les mains, il faut tout faire, mais bref, on fait avec. Pour trouver le problème, il faut remonter à la source. À l'origine des coupures, une casse survenue suite au tremblement de terre fin avril dernier sur l'un des réservoirs qui alimente le cœur de la capitale. Face à l'urgence de la situation, la régie communautaire de l'eau Odyssey a doté certaines résidences de compresseurs pour alimenter les étages et fournit chaque jour des packs d'eau aux usagers impactés. Le centre-ville de Fort-de-France est construit effectivement sur l'eau et qu'une casse à Fort-de-France est plus difficilement repérable effectivement qu'une casse au Lamentin, à Shellcher ou à Saint-Joseph. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Odyssey a mis les moyens. On a 4 ou 5 équipes qui tournent toute la journée en repérage de ces casses-là pendant cette période un peu difficile pour garantir un repérage rapide, des réparations rapides et surtout un retour à un service normal. Une trentaine de foyers sur les 2500 que compte le centre de Fort-de-France seraient encore touchés par les pénuries d'eau potable. La pièce endommagée sur le réservoir est introuvable en Martinique. En cours d'acheminement, elle devrait arriver la semaine prochaine. En attendant, on a un système donc, de secours qui permet de livrer la population avec les inconvénients des périodes de pointe. En période de pointe, effectivement, on a à peu près une trentaine de ménages sur les 2500 qui se retrouvent avec un filet d'eau. Les travaux sur le réservoir devraient débuter dans 2 semaines. À la fin du mois, la totalité des foyers devrait revoir l'eau couler normalement au robinet. Des coupures d'eau qui sont également monnaie courante en Guadeloupe. Ce matin, des habitants de Gourbert ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps en bloquant l'accès du domicile de Lucette Michaud-Chevry, présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Les accès de la commune de Basse-Terre ont également été coupés durant toute la matinée. C'est un reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter et Jacques Canval. Depuis 10 jours, il n'avait pas une goutte d'eau qui coulait de leur robinet. Au 11e jour, vint la goutte de trop et c'est sous les fenêtres de la présidente de la communauté Grand Sud Caraïbes, Lucette Michaud-Chevry, que déborda le vase de la colère dès 6h du matin. Donc vous comprenez que c'est une situation qui n'est pas tenable pour nous, population de Gourbert, surtout que Gourbert c'est une ville d'eau. Donc nous avons décidé ce matin de nous mobiliser parce qu'il fallait que ça cesse ou qu'on trouve une solution à ce problème. Donc là, nous avons trouvé une solution de transition, je dis bien de transition, où quelques réponses ont été apportées, mais c'est un problème technique qui nécessite un certain temps. Donc là, nous attendons de voir ce qui sera fait. Nous avons signé un protocole d'accord et on reviendra après voir l'état d'avancée des travaux. Après moult palabres, les habitants de Gourbert, en particulier ceux de la section de Bisdari, entamèrent des négociations avec Philippe Cholette, représentant Lucette Michaud-Chevry, toujours alité après ces épreuves judiciaires. Le problème, c'est un problème de production. Nous ne produisons pas assez d'eau pour distribuer. Si vous voulez, nous produisons 3500 mètres cubes, mais nous consommons 3500 mètres cubes. Donc nous n'avons pas, c'est toujours à flux tendu. Il n'y a jamais de quoi faire une petite réserve quelque part. Donc aujourd'hui, avec l'accord de la population, et je leur remercie, nous avons acté des tours d'eau pour que
personne ne reste 3 jours sans eau. Voisins de ce barrage à domicile, les ouvriers de la banane n'ont pu s'empêcher de prêter main forte aux habitants en colère. Les barrages ont été levés à la mi-journée avec la signature d'un protocole, encore une fois, rempli de promesses. Direction la Guyane maintenant avec le retour des 500 frères. Le collectif s'est mobilisé ce matin devant le siège de l'ARS en bloquant tous les accès au site. Une action menée collectivement avec l'association Trop Violence en soutien à l'UTG Santé en grève depuis 68 jours. Voyez les précisions de Jonathan Lariot. Le directeur de l'agence régionale de santé a été pris à partie ce matin par les 500 frères venus soutenir les grévistes du centre hospitalier de Cayenne. Pour le collectif, il est temps d'avoir des réponses concrètes quant à la situation du char. Toutes ces choses qu'on connaît, nous qui vivons en Guyane, toutes ces choses, on va y remédier parce que dans le cadre du mouvement, c'est dans l'accord du 21 avril. Après un court échange, le directeur de l'ARS rappelle l'arrivée de la mission ministérielle dès lundi, mission dite d'expertise. Et c'est là le point qui ne plaît pas. Selon les grévistes, le dernier rapport d'expertise de l'inspection des affaires sociales suffirait à se passer d'une autre étude. Nous ne voulons plus d'expertise. Aujourd'hui, le rapport de l'IGAS donne raison aux grévistes. Donc pour nous, il est hors de question qu'une délégation arrive pour expertiser encore une fois, rouler les Guyanais dans la farine. Nous allons rester ici jusqu'à ce que le conflit soit réglé. On veut une mission ministérielle, c'est pour négocier sur la plateforme revendicative. Nous avons une plateforme de 15 pages, nous avons des revendications. Il n'y a plus d'expertise à faire, c'est négocier sur la plateforme. Le directeur de l'ARS assure que les revendications des grévistes auraient été prises en compte. La mission servirait qu'à une mise en place plus rapide des plans d'investissement. Le plan d'investissement qui est prévu et qui a été permis par l'accord du 21 avril, je fais référence aux 40 millions qui ont été prévus, ce plan d'investissement, je vous en donne la garantie, va être mis en œuvre très rapidement par la direction de l'établissement. Ça me paraît être une réponse claire à la première série de revendications. Quant à la deuxième série, celle qui concerne les effectifs supplémentaires, comme vous le savez, une mission est attendue. Voilà, il y a deux catégories de revendications et j'ai des réponses distinctes sur ces deux catégories de revendications. Les 40 millions pour l'investissement, attendons d'abord d'avoir validé le plan d'investissement, mais ça c'est prévu dans les prochaines semaines, en gros avant l'été. Quant aux 20 millions, ça suppose que la circulaire nous les notifie et cette circulaire est prévue pour juillet. Voilà des échéances précises. Les renforts apportés aujourd'hui aux grévistes par le biais des 500 frères et de l'association Trop Violence ne sont que les prémices d'une évolution rapide du mouvement de protestation. L'UTG parle d'une possible grève générale dès mardi. On n'a pas le choix. La population, elle attend effectivement que l'État investisse dans cet hôpital, attend qu'on puisse avoir un hôpital de qualité. Il n'est pas possible de continuer comme ça. Donc l'UTG effectivement organisera mardi une réunion. C'est le comité national qui décidera de la mise en place d'une grève générale ou pas. Parce qu'il faut trouver des solutions et une solution rapide. Une mobilisation générale qui se décidera en début de semaine, mais l'UTG assure que cette fois-ci, seuls les services de l'État seront bloqués. De retour en Martinique avec le salon de l'immobilier, du logement et du crédit qui ouvrira ses portes demain au Palais des Congrès de Madiana. Durant 2 jours, une quarantaine d'exposants sera à la disposition du public. Et pour en parler, nous recevons l'organisatrice du salon, Cindy Fedroni. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la 13e édition. Ce salon rencontre beaucoup de succès chaque année. D'ailleurs, 5000 visiteurs sont attendus sur 2 jours. Alors, qu'est-ce qui explique cet engouement selon vous ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des Martiniquais vivent en maison individuelle et 70% d'entre eux sont propriétaires. Pour les nouveaux venus, c'est-à-dire les jeunes, avec la réalité du foncier, c'est-à-dire le nombre de terrains qui sont de moins en moins disponibles, il y a une réelle nécessité pour eux de se tourner vers des professionnels. De plus, les établissements bancaires pratiquent des taux d'intérêt relativement bas, à moins de 2%. Et c'est l'occasion pour de nombreux foyers martiniquais d'accéder à la propriété, soit pour leur propre habitation ou dans un but d'investissement locatif. D'accord, c'est le moment d'investir. Alors, un grand rendez-vous pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il y aura des offres spéciales salon, comme un salon du voyage, par exemple? Enfin, j'imagine des maisons bradées, pourquoi pas? Non. Alors, durant ces 2 jours, nous avons 99% des banques qui sont présentes avec nous sur le salon et qui feront donc des offres de crédit inédits, mais également des offres spéciales salon. Et puis grâce aux promoteurs, nous avons une vingtaine de programmes qui seront dévoilés exclusivement sur le salon, soit une centaine de lots mis à la vente durant ces 2 jours.
Alors, certains des problèmes majeurs qui touchent les Martiniquais feront l'objet de conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous avons des partenaires qui nous accompagnent chaque année, dont le CDAD, Comité départemental d'accès aux droits, qui fournira durant ces 2 jours des consultations totalement gratuites, mais également avec l'aide des avocats, des notaires et des architectes qui fourniront eux également des solutions aux problématiques que les visiteurs exprimeront. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Parce que 13 éditions, il faut séduire à nouveau le public, j'imagine. Alors cette année, nous avons 25% d'espace supplémentaire, donc nous avons une dizaine d'exposants en plus. Et nous attendons donc les visiteurs très nombreux afin de répondre à l'ensemble de leurs questions et de leurs problématiques sur le marché de l'immobilier. Parmi les conférences qui seront organisées sur 2 jours, il y a les rencontres sur l'indivise. Pourquoi avoir choisi ces thématiques? Est-ce que ce sont des demandes que les visiteurs vous ont fait? Comment se font le choix des conférences, des thématiques? Ce sont des thématiques qui reviennent régulièrement puisqu'il y a un fort intérêt justement de la part des visiteurs. Et sur les conférences qui sont programmées, il y a 3 grandes thématiques qui sont l'indivision, l'autoconsommation et la transition énergétique, mais également l'accompagnement lors de la construction par l'architecte. D'accord. Transition énergétique, est-ce que les Martiniquais vous semblent sensibles à cette thématique? Oui, avec la forte émergence justement de l'ensemble des nouvelles énergies, il faut encore les sensibiliser. Ce sera l'occasion justement durant ces 2 jours, le vendredi 2 et samedi 3 juin au Palais des Congrès de Madiana. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et vous venez de le dire, le salon de l'immobilier, du logement et du crédit est organisé à partir de demain au Palais des Congrès de Madiana et jusqu'à ce samedi. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Parlons maintenant de cette sortie scolaire organisée cet après-midi dans le cadre d'un projet d'éducation à l'environnement par la Caisse des écoles du Lamentin. Les élèves de l'école primaire de Croix-Rivaille sont partis à la découverte de la mangrove de Californie, une visite sur le temps périscolaire, les fameux TAP. Guy Raphaël René a recueilli quelques réactions sur place. Regardez. Je trouve que c'est bien, ça peut nous faire découvrir d'autres choses. D'autres crabes, d'autres palétuviers qu'on ne connaissait pas. Ça sert à apprendre des choses, à apprendre comment protéger la mangrove, à apprendre quelles sortes d'animaux il y a dans la mangrove, quelle sorte de palétuviers il y a. Par exemple, à l'entrée de la mangrove, on trouve plus souvent des palétuviers rouges. Et que plus on s'enfonce dans la mangrove, il y a des palétuviers noirs. Il y a aussi des pique-bœufs qui font leur nid dans les palétuviers. La mangrove, ça sert à protéger la mer, c'est pour ça que la mer est propre. Et il y a des poissons qui viennent y faire leurs œufs. Cette action en fait achève un programme de coopération beaucoup plus vaste qui a démarré en 2015 dans toutes les écoles du Lamentin, donc écoles maternelles, primaires et élémentaires. Donc durant toutes ces années, ils ont mené des activités d'éducation à l'environnement et aujourd'hui ils touchent du doigt vraiment la mangrove. Mais en amont, ils ont bien approfondi la question en partenariat avec le service animation de la Caisse des écoles qui les a accompagnés tout au long du processus. Un peu de culture avant de passer à notre JT des communes. La scène nationale de Tropicatrium proposera demain soir 20h la pièce de théâtre Baudelamou, pas loin. Il s'agit d'un long poème à 2 voix qui retrace l'histoire d'une passion, un regard sur le couple et sur les difficultés que rencontrent les hommes et les femmes à dialoguer et à construire une union stable. Voyez un extrait. Chaque langue a des Zaza qui est en cas content. Les Zaza qui souri, c'est 32 étoiles qui éclairent en ciel. Les gars, c'est un feu d'artifice. Même là, il va dire, Bouchaï qui a parlé de l'amour. Quand il est tout habillé, qui a dit, moi, vini, t'en prie, vino qui pédait moins. Quant à Zia Zaza, moi-même, si je ne m'ai pas dit rien, Zaza,
On a mangé sans sel, sans poivre, sans vinaigrette. Nature. Zaza. Si vous avez tenu les na, on a mangé con sushi. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Robert avec une invasion d'abeilles dans l'école du quartier Moulin-Avant. Les portes de l'établissement sont restées closes aujourd'hui. Les apiculteurs ont été dépêchés sur place pour sécuriser le site, capturer la reine et déménager l'essaim. Ce n'est pas la première fois que des abeilles élisent domicile dans cet établissement qui compte plus de 160 élèves. La réouverture est prévue finalement mardi prochain au lieu de demain, comme nous vous l'annoncions hier soir. Les parents sont invités à prendre leur disposition. Direction les Trois-Îlets maintenant. En écho à la semaine du développement durable, l'association Madininaire propose des journées d'information sur ses activités. Hier, ce sont les enfants de l'école primaire des Trois-Îlets qui ont pu prendre connaissance des différentes actions menées pour évaluer la qualité de notre air. Hubert Bornil et José Le Chertier étaient sur place. Regardez. Je prends le dé, Delphine, je le lance, ça me rappelle quelque chose. Hein. Et puis là, alors là, je tombe sur 3, je fais quoi? Eh ben on avance de 3. J'ai une question. Ah! Alors on va voir. On avance où? De 3 et en fait, vous allez rejouer. Ah ben je rejoue. Voilà, c'est comme ça. Définir le concept de la qualité de l'air de manière ludique, c'est le principe retenu par Madininaire aujourd'hui avec les enfants de l'école Lillet-Sixtin aux Trois-Îlets. Quelles sont d'après vous les plus grosses sources de pollution de l'air extérieur en Martinique? Les usines, c'est ça. Dès leur entrée dans ce qui n'est plus une salle de cours, les enfants se passionnent pour le jeu. Une excellente façon pour eux de participer à la leçon du jour, d'autant que le thème de la qualité de l'air leur semble assez familier. La bruine de sable, oui, c'est du sable, la poussière qui vient du Sahara, et grâce au vent, à cause du vent, ça vient en Martinique. Et ça fait quoi? C'est nocif? C'est de quoi nocif? Est-ce que ça fait du mal? Oui. Quoi? Ça pollue l'air de l'intérieur, on peut avoir le nez bouché, on peut tomber malade aussi. Proximité garantie avec le plus près de vous de Madininaire. Dans un premier temps, l'association s'engage aux côtés des enfants, mais pour que l'information passe encore mieux, elle envisage de s'adresser également aux seniors. Il y en a certains qui sont très informés de la brume de sable, par exemple, ou des algues sargasses, qui vivent à côté, par exemple, des plages où il y a plein d'algues sargasses. Donc il y en a qui sont vraiment au courant. Et puis il y en a d'autres qui apprennent beaucoup, qui disent bon, je sais pas. Et au terme du cours donné en plein air, chacun a désormais sa petite idée sur la pollution de l'air. C'est plus les produits ménagers, après j'ai oublié. Il y a aussi les feuilles vertes qui tombent, du coup ça pollue l'air, et puis les feutres aussi dans la pollution de l'extérieur. Voilà, pour une première, donc on peut dire qu'elle est plutôt réussie. Madininaire certainement entreprendra d'autres démarches en ce sens. Madininaire, près de chez vous, retenez l'appellation. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Antje Pays. A tout de suite.